Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats préliminaires de l'implantation de la norme entreprise en santé sur la conciliation travail-vie personnelle dans 10 entreprises québécoises. Alors, je vais vous faire rapidement une mise en contexte concernant la norme entreprise en santé, puis je vais faire un survol de la littérature sur les études d'intervention visant la conciliation travail-famille en milieu de travail, pour ensuite vous présenter les objectifs, la méthode, les résultats préliminaires et les conclusions tirées de l'évaluation de la norme entreprise en santé sur la conciliation travail-vie personnelle. Alors, la norme entreprise en santé a été créée par le Bureau de normalisation du Québec en 2009. Il s'agit d'une initiative du groupe Entreprises en santé qui a été créée suite à la préoccupation de gestionnaires par rapport aux coûts liés aux problèmes de santé des employés, incluant les baisses de performance et l'absentéisme. Puis, la norme Entreprise en santé avait pour but de maintenir et d'améliorer la santé des employés par la prévention de la maladie en milieu de travail. Alors, les interventions visées ou implantées par la norme entreprise en santé se regroupent dans 4 domaines d'activité. Il y a des interventions au niveau des pratiques de gestion, donc par exemple améliorer la latitude décisionnelle, augmenter la reconnaissance des employeurs. Il y a des interventions en environnement physique de travail, donc qui touchent plus l'ergonomie. Des interventions au niveau des habitudes de vie, comme par exemple offrir la possibilité de faire de l'activité physique dans son milieu de travail ou introduire des menus santé à la cafétéria. Puis il y a des interventions au niveau de l'équilibre travail-vie personnelle. Pour obtenir la certification norme entreprise en santé, les directeurs des entreprises devaient, à leur initiative, implanter des changements organisationnels dans au moins 2 domaines d'activité, incluant obligatoirement les habitudes de vie. Donc, moi, je vais vous parler plus spécifiquement des résultats concernant la conciliation travail-vie personnelle. Alors, comme vous l'avez vu probablement dans les présentations précédentes, l'équilibre travail-vie personnelle réfère à un effort d'harmonisation entre le domaine de la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, la vie personnelle réfère à toutes les activités non rémunérées comme les tâches domestiques, les responsabilités familiales, les loisirs, tandis que les activités professionnelles réfèrent à tout ce qui englobe le travail. Puis, afin de maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle, la personne doit disposer des ressources nécessaires, donc les ressources incluant le temps, l'énergie et l'argent. Puis évidemment, le déséquilibre peut se produire dans les 2 sens et les 2 domaines s'influencent mutuellement. Donc, il existe plusieurs prédicteurs, plusieurs facteurs qui influencent une mauvaise conciliation travail-famille, autant dans le domaine du travail que dans le domaine familial. Donc, on parle des contraintes psychosociales au travail, de l'implication dans les divers rôles, que ce soit les rôles dans l'emploi ou les rôles familiales, le soutien social autant au travail que dans la vie personnelle, les caractéristiques du travail et de la famille. Puis, évidemment, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer, comme la personnalité ou les caractéristiques socio-démographiques. Il y a certaines interventions qui ont été identifiées dans la littérature comme ayant un potentiel pour améliorer la conciliation travail-famille. Donc, on parle d'interventions en milieu de travail, comme par exemple, on l'a vu, l'implantation d'un horaire flexible quand c'est possible, la possibilité d'échanger des heures avec les collègues, la semaine de travail réduite, l'implantation d'une banque de temps, la possibilité de faire un travail à domicile, l'implantation de garderies en milieu de travail, les congés sans solde et les horaires comprimés. Donc, les contraintes liées à la famille ou à l'emploi peuvent entraîner un conflit entre le travail et la vie personnelle et avoir des effets néfastes sur la santé. Les répercussions potentielles sur la santé sont nombreuses. On trouve entre autres des répercussions physiques comme de la fatigue, des tensions musculaires, de l'hypertension. Des répercussions psychologiques comme le stress, l'anxiété, l'épuisement, la détresse psychologique. Des répercussions attitudinales comme l'insatisfaction conjugale ou familiale ou l'insatisfaction quant à la vie en général. Des répercussions comportementales comme les mauvaises habitudes de vie, des troubles du sommeil ou des problèmes de rendement au travail. Alors, je vais maintenant faire un survol rapide de la littérature concernant les interventions, les études d'intervention en milieu de travail visant une amélioration de la conciliation travail-vie personnelle.
Pour être incluses dans notre recension, les études devaient être des études d'intervention organisationnelle visant à améliorer la conciliation travail-vie personnelle. On a recensé 7 études entre 2006 et 2015. Les temps de suivi étaient relativement courts et variaient entre 4 et 20 mois suite à l'intervention. Les nombres de participants, la taille d'échantillon variait entre 93 et 840 travailleurs. Puis on a noté une grande hétérogénéité au niveau des populations étudiées et des interventions implantées. La majorité des études avaient implanté des interventions à une seule composante, comme par exemple de la formation pour les employeurs, les superviseurs ou les employés, l'implantation d'un horaire flexible. Toutes les études incluses devaient avoir mesuré la conciliation travail-vie personnelle avant et après l'intervention implantée. Et certaines études avaient aussi évalué d'autres issues, comme par exemple la santé physique et mentale, des facteurs de l'emploi ou des facteurs liés à la famille. 6 des 7 études qu'on a recensées ont noté une amélioration de la conciliation travail-vie personnelle après les interventions organisationnelles. Parmi ces études, il y a 4 études qui avaient évalué aussi l'effet sur la santé. Les issues évaluées étaient l'état de santé autorapporté, la dépression et l'anxiété, la santé physique globale et les facteurs de risque cardiovasculaire. Parmi ces 4 études, il y a seulement une étude qui a trouvé des résultats significatifs pour la dépression uniquement. Alors, je vais maintenant passer à notre étude d'évaluation de la norme entreprise en santé, les effets sur la conciliation travail-vie personnelle. Donc, il s'agit de résultats préliminaires. L'analyse n'est pas complètement terminée, puis aussi il y a une analyse qualitative qui est en cours qui va venir préciser les résultats puis aider à l'interprétation. Alors, l'objectif général était d'évaluer l'effet de l'implantation de la norme entreprise en santé sur la conciliation travail-vie personnelle et l'état de santé autorapporté des travailleurs. Donc, plus spécifiquement, on a comparé la prévalence d'une conciliation travail-vie personnelle difficile avant et après l'implantation de la norme chez tous les travailleurs des 10 entreprises. On a réalisé des analyses séparément pour les hommes et les femmes, selon les différents groupes d'âge. Puis ensuite, on a analysé les résultats pour 2 organismes qui avaient réellement implanté des interventions spécifiques à l'équilibre travail-vie personnelle. Et on a aussi comparé la prévalence d'une perception négative de l'état de santé autorapporté dans ces mêmes 2 entreprises avant et après les interventions. Alors, il s'agit d'une étude d'évaluation d'intervention de type avant-après. La population d'étude était composée de 2849 travailleurs de 10 entreprises québécoises avant l'implantation de la norme et de 2560 travailleurs de 24 à 38 mois après l'implantation de la norme. Et il s'agissait des travailleurs de différents secteurs d'activité, incluant des secteurs manufacturiers, financiers, municipal, gouvernemental, du tourisme et de la santé. Donc, la collecte de données s'est réalisée par questionnaire auto-administré, réalisé par l'INSPQ. Elle comprenait des questions sur les 4 sphères, les 4 domaines d'activité de la norme entreprise en santé, des indicateurs de l'état de santé, des renseignements sociodémographiques et au questionnaire autant d'eux, on avait aussi des questions qui documentaient la démarche entreprise en santé. Toutes les données ont été dénominalisées pour conserver la confidentialité. Alors, la norme entreprise, l'évaluation de la norme entreprise en santé apporte une certaine contribution. Premièrement, il s'agit d'une intervention à composantes multiples. Puis, nous avons évalué les effets sur la conciliation et aussi sur la santé. On avait une taille d'échantillon relativement importante avec des entreprises de domaines assez variés. Une longue durée de suivi. Puis aussi, la norme entreprise en santé demande une implication soutenue des gestionnaires dans le processus d'implantation, donc afin d'obtenir la certification norme entreprise en santé, ce qui est recommandé pour aider à avoir des impacts au niveau des interventions implantées. Il s'agit de la première évaluation des effets de l'implantation d'une norme populationnelle, donc visant l'amélioration de la conciliation travail-vie personnelle. Alors, la conciliation de travail-vie personnelle a été évaluée à l'aide de 2 indicateurs. On a mesuré la perception globale par une question. J'arrive à maintenir un équilibre entre mes obligations professionnelles et mes responsabilités personnelles, qui se mesurait
avec une échelle de Likert à 4 niveaux, donc jamais, de temps en temps, souvent ou tout le temps. Puis pour les fins d'analyse, on l'a séparé en 2 catégories. Alors souvent ou tout le temps correspondait à une facilité à concilier, et jamais ou de temps en temps une difficulté à concilier. On avait aussi un deuxième indicateur qui correspond à un score à 7 items. Donc, si pour chacun des items, lorsqu'un participant répondait que la mesure était en place et qu'elle était satisfaisante, on donnait un score de 1. Puis, ce score a aussi été divisé en 2 catégories. Donc, la conciliation travail-vie personnelle satisfaisante correspondait à un score plus grand ou égal à 4, alors que la conciliation non satisfaisante correspondait à un score plus petit que 4, qui représentait la médiane de la population. Le score à cet item était disponible au temps 1 et au temps 2 pour un seul organisme seulement. Donc, pour ce score, on a les résultats pour un des 10 organismes seulement. Pour évaluer la santé, nous avons utilisé l'indicateur d'état de santé autorapporté. Il s'agit d'un indicateur qui a été validé dans de nombreuses études. C'est un indicateur de la santé à un seul item, une seule question. La question est, en général, diriez-vous que votre état de santé est excellente, très bonne, bonne, passable ou mauvaise? Nous l'avons aussi divisé en 2 catégories pour l'analyse. Donc, c'est une division qui est réalisée aussi dans la majorité des études antérieures. La perception positive de l'état de santé autorapporté correspondait aux réponses excellentes, très bonnes ou bonnes, et la perception négative aux réponses passables et mauvaises. Et la perception d'un conflit entre le travail et la vie personnelle a été corrélée à cet état de santé autorapporté dans certaines études. C'est un indicateur qui est fortement corrélé avec la mortalité, donc si on a un score faible à l'état de santé autorapporté, on a un risque de mortalité précoce plus élevé que si on a un score élevé. On a calculé des rapports de prévalence à l'aide de modèles linéaires généralisés avec un lien log et une régression de Poisson. Les analyses ont été stratifiées pour le sexe et pour l'âge, puis ont été ajustées pour plusieurs facteurs potentiellement confondants, incluant des variables sociodémographiques comme l'âge, le sexe ou la scolarité. Pour les analyses concernant la conciliation travail-vie personnelle, on a aussi ajusté pour des variables du travail. Puis pour les analyses concernant l'état de santé autorapporté, on a aussi ajouté les analyses pour les habitudes de vie. Alors, si vous pouvez observer la figure ici, ce qu'on observe, c'est la prévalence de conciliation travail-vie personnelle difficile. Les bandes pâles, c'est le temps 1, et les bandes plus foncées, c'est le temps 2, puis les résultats sont présentés séparément pour les hommes et les femmes. Donc, on observe, par exemple, que pour les hommes, on a une prévalence de conciliation travail-vie personnelle de 10% au temps 1, qui augmente à 12% au temps 2. Et chez les femmes, la difficulté de conciliation passe de 8% à 10% entre le temps 1 et le temps 2. Les résultats sont similaires pour les différents groupes d'âge, avec une différence entre le temps 1 et le temps 2 qui est plus importante pour les personnes de plus de 55 ans. Donc, on passe d'une prévalence de 5% à 10%, donc on double la prévalence de conciliation travail-vie personnelle difficile. Alors, afin de bien comprendre ces résultats qui étaient, disons, un peu inattendus, on a regardé rapidement un début d'analyse qualitative, je dirais, pour voir quels changements avaient été implantés puis quelles interventions les entreprises avaient effectuées dans leur milieu. Et on a réalisé qu'il y avait seulement 2 organismes sur les 10 qui avaient choisi la sphère équilibre travail-vie personnelle pour implanter des interventions. Donc, dans l'organisme 1, les interventions réalisées étaient plus au niveau de formation et de conférences, donc des conférences sur l'équilibre travail-vie personnelle, des capsules d'infos. Puis pour l'organisme 2, on a eu des interventions un peu plus concrètes comme l'élaboration d'un guide pour le suivi des horaires flexibles ou la mise en place de caméras web pour limiter les déplacements des employés. Ils ont aussi commencé à réaliser des analyses de faisabilité pour une directive du télétravail, puis des analyses de faisabilité pour une entente avec les centres de la petite enfance. Alors, on a analysé les résultats séparément pour ces 2 organismes. Donc, l'organisme 1, on voit encore une augmentation de la difficulté de conciliation entre le temps 1 et le temps 2, qui passe de 11% à 14% et de 10% à 12%. Et on a aussi les mêmes résultats pour les différents groupes d'âge.
Si on regarde les résultats concernant le score à cet item dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est dans cet organisme qu'on avait la possibilité d'analyser ce score. Donc, on regarde que les résultats sont similaires par rapport à l'autre indicateur de satisfaction. Pardon, l'autre indicateur de conciliation. On passe de 50% à 63%, puis de 47% à 61%. Donc, de conciliation travail-vie personnelle non satisfaisante. Et les résultats sont similaires selon les groupes d'âge. Maintenant, si on passe à l'organisme 2, qui est l'organisme qui avait implanté des mesures un peu plus concrètes de conciliation travail-vie personnelle, on note une stabilisation chez les hommes. Donc, il n'y a pas une diminution, mais il y a une stabilisation. Puis, une légère diminution chez les femmes. Donc, on passe de 13% à 9% de difficulté de conciliation. Les résultats sont aussi similaires pour les différents groupes d'âge. On note la même légère diminution et stabilisation de la difficulté de conciliation entre le temps 1 et le temps 2. Concernant la perception négative de l'état de santé autorapporté, donc ici, c'est les résultats pour l'organisme 1. On note une stabilisation aussi. En fait, ici, les prévalences sont très faibles. Donc, pour bien comprendre, on voit qu'il y a une diminution, mais on passe quand même juste de 5% à 4%. Fait que c'est plus une stabilisation. Puis, une légère augmentation chez les femmes. Puis, concernant l'organisme 2, bien, on note une augmentation de la perception négative de l'état de santé. Entre le temps 1 et le temps 2, une légère augmentation, on passe d'environ 2% à 4%, puis de 3% à 5%. Donc, en résumé, on a observé une augmentation de la difficulté de concilier le travail et la vie personnelle entre le temps 1 et le temps 2 de façon globale parmi tous les participants. Ensuite, parmi les organismes ayant réellement implanté des interventions dans la sphère conciliation travail-vie personnelle, pour l'organisme 1, on a observé une détérioration générale de la conciliation travail-vie personnelle comme pour les participants globales. Puis, on note peu de changements dans la perception négative de l'état de santé autorapporté. Et pour l'organisme 2, on notait une légère amélioration de la conciliation travail-vie personnelle et une augmentation, aussi une légère augmentation de la perception négative de l'état de santé autorapporté. Alors, peut-être une petite interprétation rapide de ces résultats. Donc, l'augmentation de la difficulté de conciliation travail-vie personnelle dans la population générale peut s'expliquer premièrement par le fait qu'il y a très peu d'organismes qui ont implanté des interventions dans cette sphère. Donc, on peut comprendre que la difficulté potentielle d'implanter des interventions en conciliation travail-vie personnelle ont fait que les organismes n'ont pas choisi cette sphère, mais plutôt deux autres sphères, donc les habitudes de vie et peut-être l'environnement de travail ou les habitudes de vie et les pratiques de gestion qui étaient peut-être un peu plus faciles à choisir pour la norme entreprise en santé. Puis parmi les organismes qui ont réellement implanté des interventions en conciliation travail-vie personnelle, donc premièrement, on observait une détérioration dans l'organisme 1. L'organisme 1, on fait plutôt des formations puis de la sensibilisation à la conciliation travail-famille. Donc on pourrait penser que les employés qui connaissaient plus ou moins cet aspect de conciliation, qui n'étaient pas sensibilisés à ça, ont eu des formations, ont été sensibilisés, puis ont réévalué leur conciliation travail-vie personnelle en se disant, ben peut-être qu'elle n'est pas si bonne que ça, donc au temps 2, il y a eu une prise de conscience, puis il peut y avoir eu une détérioration de la conciliation travail-vie personnelle autorapportée. Puis par rapport à l'organisme 2, ben on est plus en lien avec les a priori théoriques de la littérature, donc on a implanté des interventions plus concrètes. Puis on a observé une légère amélioration de la conciliation dans cet organisme. Par rapport à l'état de santé autorapporté, mais il faut comprendre que dans notre population d'études ou dans les deux organismes qu'on a évalués, la prévalence d'une perception négative de l'état de santé autorapporté était très faible. Donc, on avait environ 5% en moyenne de perception négative de l'état de santé autorapporté, ce qui signifie que 95% des travailleurs disaient avoir une bonne santé. Donc, c'est très difficile d'améliorer quelque chose qui est proche de la perfection, si on veut, à 95%.
C'est aussi en lien avec l'effet du travailleur sain. Donc, dans ces deux organismes, pour pouvoir travailler dans ces organismes-là, il faut que tu aies une bonne santé de façon générale. Donc, les gens qui étaient malades ou en congé maladie n'ont pas répondu au questionnaire. Alors, on a un biais de sélection, si on veut, dans notre population. Il nous manque une partie de la population. Puis aussi le choix de l'indicateur. En fait, on a plusieurs indicateurs dans le questionnaire de la norme entreprise en santé. Puis dans cette étude-là, on a décidé de prendre la perception globale de l'état de santé pour voir l'effet général sur la santé. Mais peut-être que étant donné que c'est un indicateur qui mesure tous les aspects de la santé, il n'est pas spécifique. Peut-être que si on avait pris, par exemple, la détresse psychologique, ben, on aurait peut-être vu plus de changements, étant donné que c'est un indicateur précoce de problèmes de santé mentale qui est présent avant que la personne quitte pour un congé maladie, par exemple. Il y a aussi peut-être un temps de latence, donc peut-être que l'effet de l'intervention sur la conciliation travail-vie personnelle, le temps que cette intervention ait un effet positif sur la santé, peut prendre plus de temps que le temps qu'on a eu pour le suivi de l'étude. Donc, notre étude a certaines limites. Donc, par exemple, nous avions aussi l'absence d'un groupe témoin afin de comparer les résultats. Donc, par exemple, si on avait pu comparer nos résultats dans des entreprises qui n'avaient pas implanté la norme entreprise en santé, peut-être qu'on aurait vu que de façon générale, dans cette période de temps-là, la conciliation travail-vie personnelle se détériore dans toutes les entreprises et que cette détérioration-là n'était pas un effet de l'implantation de la norme entreprise en santé. Peut-être aussi qu'on aurait vu une détérioration plus grande dans les entreprises qui n'avaient pas implanté la norme entreprise en santé. Donc, à ce moment-là, on aurait pu comparer puis dire, bon, ben finalement, on a une amélioration, même si la conciliation se détériore. Aussi, ben, comme vous l'avez vu, il y a peu d'interventions qui ont été implantées dans la sphère équilibre travail-vie personnelle. Puis, il y a certains facteurs de confusion potentiels qui n'ont pas été mesurés dans le questionnaire au temps 1 et au temps 2 pour qu'on puisse les comparer, comme par exemple le nombre d'enfants, les personnes à charge, le statut marital, qui sont des déterminants importants de la conciliation travail-vie personnelle. On a aussi certaines forces, donc on avait une taille d'échantillon relativement grande avec plusieurs organismes qui provenaient de milieux variés. L'intervention était à composantes multiples, elle touchait donc au moins 2 sphères de la norme entreprise en santé. On a fait une évaluation de la conciliation et de l'état de santé global. Puis on avait une durée de suivi relativement longue par rapport aux études antérieures. Donc, en conclusion, je pense que vous le savez déjà, mais la conciliation travail-vie personnelle, ça regroupe des composantes multiples de la vie personnelle et de la vie professionnelle, donc c'est très complexe. La difficulté de conciliation travail-vie personnelle peut avoir des répercussions importantes sur la santé et que certaines interventions bien ciblées pourraient avoir un effet positif sur la conciliation travail-vie personnelle et par le fait même améliorer la santé et la productivité des travailleurs. Merci.